mot qui revient souvent sous... Le paranoïaque, c'est celui qui a la faculté de transposer et d'objectiver en dehors de lui son délire. Le paranoïaque classique, c'est Leonardo da Vinci, quand il dit qu'en regardant les taches d'humidité informelles au mur, au lieu de quelque temps, on peut voir se dessiner des batailles terriblement précises et concrètes. Alors, si c'est un vrai paranoïaque comme lui, quand son délire, qui a provoqué ces visions dans le mur, passe, il peut montrer avec le bout de son doigt à n'importe qui, à sa bonne, aux gens qui passent, les figures équestres, les visages qu'il a vus dans les taches d'humidité, et tout le monde sera forcé de voir exactement ce que lui, il avait vu dans son délire. Tandis que les autres genres de psychose, ou même un rêve quelconque, c'est déjà du domaine du délire, aussitôt que le rêve finit, on peut le raconter, mais personne n'y croit, parce qu'il s'efface. On ne peut pas montrer que c'était vrai. Tandis que le paranoïaque, il a un pouvoir de persuasion impérialiste. Et ça, ce qui caractérise précisément la psychose paranoïaque, c'est-à-dire le délire systématique d'interprétation. C'est cet élément de précision mathématique et de pouvoir d'imposer son délire aux autres. D'ailleurs, c'est ce que Hitler a fait. Tous les grands paranoïaques, ils ont emmerdé tellement tout le monde parce qu'ils finissent pour transposer dans le plan de la réalité quotidienne et très souvent la plus tragique, leur propre délire. Tandis que les autres genres de fous, c'est le contraire. Ils ont des rêveries comme les surréalistes, c'est le moine littéraire. Ils racontent des choses, d'ailleurs les plus ennuyeuses. Il n'y a rien de plus ennuyeux que quand on vous raconte un rêve. Aussitôt qu'on veut me raconter un rêve, déjà j'ai peur parce que c'est des choses du domaine strictement subjectif, on ne peut pas y croire. Vous vous définissez comme l'inventeur de la nouvelle mystique paranoïaque critique. Pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par là? La plupart des paranoïaques partent de l'idée délirante, par exemple, qu'on veut les empoisonner. Alors ils se concentrent autour des activités de ces êtres qu'ils croient hostiles dans ce qui se passe dans les cuisines. Alors ça, c'est le cas typique de que c'est la paranoïa. Le paranoïaque croit qu'on veut l'empoisonner, c'est une idée délirante. Ce n'est pas vrai qu'on veut l'empoisonner, que sa famille veut l'empoisonner, mais par ce processus obsessif, par ce délire constant d'interprétation de chacun des mouvements de ses familiers autour de la maison et autour de la cuisine, il découvre une quantité de sentiments hostiles, lesquels existent alors réellement dans sa famille, dont il découvre une quantité de sentiments que uniquement avec ce délire systématique d'interprétation, on est capable d'éclaircir. On ne veut pas l'empoisonner, mais il découvre sur sa famille des trésors de subtilité, de sentiments que cette famille a contre lui. Et alors là, naturellement, ça vient le côté mystique de la cuisine, parce que dernièrement, des jésuites remollent sont comme du fromage, et surtout comme le camembert, quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et on a dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un psaume de la Bible dans lequel on parle de Jésus en le comparant à une montagne. C'est très long, mais ça commence en disant Montus coagulatus, montus
Fermentatus, Montus, enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du montagne et de montagne de fromage. Alors, un des frères un des jésuites m'a dit, je crois que dans ça, il y a quelque chose de vrai, parce que je me souviens de ce passage de Montus Coagulatus, mais je ne me souviens pas de la citation de Saint Augustin. Et au bout de 3 jours, j'ai reçu une lettre en disant, vous aviez tout à fait raison. Il m'a envoyé la citation exacte de Saint Augustin, que moi-même, je ne connaissais pas très bien. Et naturellement, si ça aurait été Dali tout seul qui aurait dit que Jésus c'était du fromage, ça n'aurait pas marché du tout. Mais il systématise une seule et unique idée obsédante, l'idée de Dieu. Salvador Dali vous avait un jour affirmé, si l'on joue longtemps au génie, on en devient un. Ainsi sans doute avez-vous fait. Je suis donc tenté de vous poser cette question. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez acquis la certitude que vous étiez un génie? La certitude exactement quand j'avais 25 ans. Mais j'ai joué à être le génie depuis ma première enfance. Et l'origine de ce jeu a été si tragique et glorieuse pour ma vie, c'est-à-dire qu'ils aimaient beaucoup ce frère mort, et quand moi je venu au monde, ils m'ont donné le même nom que le frère mort, c'est-à-dire Salvador. Alors j'ai vécu, et ça, je dois dire que ça c'est la découverte de maintenant celui des dieux obscurs. Maintenant je vais l'expliquer rapidement. J'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence avec l'idée que je formais part de mon frère mort. C'est-à-dire que je portais dans mon corps et dans mon âme le cadavre agrippé de ce frère mort, parce que mes parents parlaient constamment de cet autre Salvador à propos de moi en disant il ne faut pas que ça arrive comme Salvador qui était enrhumé, il faut le mettre cache-nez. Enfin, j'étais tout le temps qu'on parlait de moi, on parlait de l'autre. Alors, pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé justement à jouer au génie dans le sens d'affirmer toutes les minutes que moi je n'étais pas de l'autre, que moi je n'étais pas mort, et alors j'étais forcé de commettre et de perpétrer tous ces genres d'excentricité, que c'est le côté loufoque que les gens croient voir dans Dali, et que justement c'est le côté le plus tragique de mon existence, puisque toutes les semaines, j'ai dû affirmer pour m'en convaincre moi-même que je n'étais pas l'autre, que moi j'étais le frère vivant. Prénatal. Pouvez-vous nous expliquer cela et nous dire si vous avez réellement conservé des souvenirs de la vie intra-utérine? Ah oui, ça j'ai des souvenirs très nets. Très nets. Probablement Freud m'a dit que ça devait correspondre aux 2 derniers mois avant la naissance. Mais d'ailleurs, il y a des personnages dans l'histoire comme Casanova. Dans ses mémoires, il prétend aussi se souvenir de la vie intra-utérine. Moi, je voyais surtout des œufs sur le plat sans le plat, et alors le blanc de l'œuf était phosphorescent et se contractait, il bougeait, un peu comme les montres molles. Les montres molles, le côté mou vient de cette espèce de paradis intra-utérin dans lequel on est plongé dans une espèce de milieu visqueux et mou, et dans lequel on se sent complètement protégé du monde extérieur. C'est une espèce de nirvana, une espèce de paradis sublime, dans l'obscurité, dans la chaleur, et dans lequel on a uniquement les visions provoquées probablement par la position des points sur les orbites. Parce que quand on presse très fort sur les orbites, on voit ce qu'on appelle scientifiquement les phosphènes, et les petits enfants, je me souviens que nous jouons à se presser jusqu'à la douleur avec les doigts les orbites
pour voir surgir des anges, on disait. Ces cercles en couleur, les phosphènes, on les appelait des anges, ce qui faisait allusion à la vie intra-utérine. Et d'ailleurs, Otto dans son traumatisme de la naissance, montre que quand on passe de ce milieu absolument paradisiaque au monde extérieur où il y a trop de lumière, où tout est trop dur, c'est pour ça que les enfants pleurent, et en plus c'est accompagné à la naissance, très souvent par un vrai traumatisme avec des symptômes d'asphyxie. C'est le mythe qui se forme à ce moment-ci du paradis perdu. On est chassé du paradis maternel, et c'est pour ça que la plupart des suicides veulent retrouver l'action, parce qu'on approche le sommeil. Très souvent, il y a une chose effrayante, on tombe dans le vide et on se réveille en sursaut. Et ça, justement, c'est un rappel au traumatisme de la naissance, à cette idée de tomber dans le vide. Nous savons que sans vous choquer et sans risquer de vous déplaire, nous pouvons aborder avec vous un sujet qui appartient au domaine de votre vie privée. Gala. Gala, autrement dit Madame Salvador Dali. Pouvez-vous... Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose, alors j'ai mêlé la colle de poisson, et après, qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis de l'aspic, un aspic qui était d'ailleurs très décomposé. Alors... Vous prétendez que l'expérience la plus passionnante de votre vie fut votre rencontre avec Gala. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je n'ai jamais dans ma vie fait l'amour avec quelqu'un d'autre que Gala. Alors quand je dis ça, surtout à des hommes et tout ça, ils pensent que c'est une espèce d'exhibitionnisme tout à fait à l'envers, de prétendre ça, mais c'est vrai, je suis très catholique et je considère qu'il faut faire l'amour uniquement avec la femme légitime. Et d'ailleurs, maintenant j'ai une grande préoccupation parce que dans ma vie, ce que j'aime le plus, c'est la liturgie et le sacré. Alors, j'ai pas pu me marier avec Gala pendant très longtemps, puisqu'il était la première femme du poète, de mon ami de poète Paul Éluard. Et j'ai dû attendre que Éluard meure pour me marier. J'étais marié par le civil, mais je me suis marié par l'église il y a uniquement 5 ans. Et aussitôt que j'ai fini de me marier, ça m'a pris une espèce de rage aux dents, une espèce de mal de dents terrible. Ça m'a pris tellement que je voulais me remarier encore une fois. À tel point, l'organe, la musique des orgues, et tout le cérémonial névrotique autour du mariage m'a plu. Et alors j'ai venu à Portligat avec cette espèce d'idée obsessive de me remarier. Et justement, j'ai rencontré un évêque qui était au bord de la mer, assis dans une chaise. C'est curieux parce que toujours que dans des circonstances importantes de ma vie, je trouve des évêques ou des archevêques assis dans des chaises au bord de la mer, ce qui n'arrive pas aux autres personnes. Alors je lui ai raconté tout de suite que je voulais me remarier, et c'était surprenant parce qu'il m'a dit que c'était possible. Il paraît que je peux me remarier encore une fois avec Gala par le rite copte. Alors je pense aller en Éthiopie et dans 2 ans me remarier avec Gala. Et d'après l'Église catholique, d'après ce qu'il m'a dit cet évêque et d'autres autorités ecclésiastiques, le nouveau rite copte est tout à fait permis par l'Église catholique. Ça n'enlève rien et ça n'ajoute rien, donc on peut le faire. Alors pour Dali, essayer, mais ça n'a pas marché parce que moi, pour des raisons plutôt mécaniques, ça n'a pas marché. Mais alors j'ai resté quand même fidèle aussi à l'amour qui s'est transformé dans une espèce d'amour néoplatonicien après, avec García Lorca, lequel a fait la fameuse Oda à Salvador Dali. Alors je crois que vous êtes bien servi, c'est-à-dire
D'un côté, cette espèce de chasteté totale avec les autres femmes, puisque l'unique femme, c'est Gala, et après cette espèce d'amour néoplatonicien avec Federico García Lorca, qui plane d'ailleurs sur le ciel de Porligat. Vous avez souvent prétendu que votre femme vous avait sauvé de la folie. Cela est-il exact? Oui, tout à fait, parce que là, c'était le moment où je peignais le spectre du sexapile, et j'étais persécuté par une espèce de complexe d'impuissance. D'ailleurs, je suis un peu impuissant, pas tellement comme je le raconte, parce que tu racontes la plupart se finissant comme Louis II de Bavière. D'ailleurs, je me déguisais toujours en roi pour me masturber, c'était une de mes vices. Et si je n'ai pas trouvé Gala avec laquelle j'ai découvert l'amour qu'on peut dire normal, c'est certain que 2 ans plus tard, toutes mes idées délirantes auraient dépassé les mesures de la pure paranoïa et ça aurait devenu vraiment de la psychopathologie pure et simple. Enfin. Tandis qu'elle, il apportait chez moi un élément divin d'équilibre et de classicisme, et j'ai pu, à partir de ça, devenir un fou de précision, un fou classique, et combiner l'espèce d'élan dionysiaque, érotique de ma vie dans une espèce de splendeur de type apollonien. Il ressort des films que vous avez réalisés avec Louise Buñuel une sorte d'obsession sexuelle. Et maintenant, vous vous dites de plus en plus préoccupé par l'idée de chasteté. N'y a-t-il pas... Moderne vient d'écrire La logique de la contradiction, c'est M. Stéphane Lupescu. Et dans ce livre, ça ressort que chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît comme complètement antinomique et irrésoluble au point de vue contradictoire, c'est là où il y a les plus profondes chances de créativité. D'ailleurs, la chasteté et l'érotisme vont tout à fait ensemble, puisque les propres pères de l'Église ont tous accordé que dans les extases mystiques, c'est-à-dire quand les saints, après l'abstinence, arrivent à des visions sublimes, à l'approche des anges, des images angéliques, ou à l'approche de Dieu, toujours il se produit une éjaculation. Ça, c'est tout à fait admis par l'Église. En même temps, la grande contradiction symbolique de la corne, de la licorne, qui est elle-même la corne du rhinocéros, elle représente dans les rêves une espèce de complexe aigu phallique, et en même temps, dans les tapisseries de la licorne, dans le Moyen-Âge, il représente exactement, c'est le symbole de la chasteté. Comment définissez-vous la réussite? La réussite, ça se définit par la puissance de mastication. C'est-à-dire l'instrument le plus philosophique de tous, l'instrument de connaissance le plus philosophique et le plus efficace, c'est les mâchoires. Philosophiquement, l'unique façon de connaître l'objet, c'est en le mangeant. C'est pour ça que déjà la religion catholique, qui est la plus parfaite qui a existé, on pratique la cérémonie, le souvenir exemplaire d'un étudiant de philosophie qui vivait avec Luis Buñuel, García Lorca et moi à la résidence d'étudiants de Madrid, et lequel mangea un armoire à glace, tout complet. C'était pas un armoire à glace très, très grand, mais c'était un armoire à glace quand même qu'il avait presque 1 mètre de hauteur. Et il l'a divisé mathématiquement par les petits cubes, et ça a duré 2 ans.
Et tous les jours, il pilait le bois et avec la purée de pommes de terre, au petit déjeuner, il mangeait un peu de son miroir à glace, enfin de son armoire à glace. Je parlais du miroir parce que aussi, quand il est arrivé au miroir, aussi, il a fait la même opération, il a pilé, et 3 fois par jour, et parfois le dimanche, il en prenait un peu plus. Enfin, au bout de 2 ans, tout l'armoire à glace sont impérialistes. L'unique façon de réussir, c'est de manger ce qu'on veut posséder. Et en ce moment, vous le voyez, je suis en train de dévorer la télévision en personne. Jamais, jamais, jamais l'excès de publicité, ni l'excès de succès, ni l'excès d'argent, ni l'excès de popularité m'a conduit même un petit soupçon à l'envie de me suicider. Donc, cette chose qui arrive très souvent aux Brigitte Bardot, tout ça, jamais ça m'est arrivé. Au contraire, qu'en plus de tout ça il y a, tant mieux. Je considère la télévision, le cinéma, la presse, le journalisme comme un des grands moyens modernes d'avilissement et de crétinisation des foules. Mais j'adore les utiliser parce que, au point de vue pratique, après il n'y a plus de gens qui courent après Dali et les tableaux se vendent plus cher. Alors puisque ça existe, ça serait complètement idiot de ne pas en profiter, c'est tout. Mais non, en plus, je dois dire une chose parce qu'il y a des gens qui pensent que j'aime tellement l'argent parce que je vais faire des choses de bienfaisance ou je vais employer l'argent d'une façon plus ou moins chrétienne et pas du tout parce que à mesure que j'aime l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent, mais pas pour en faire rien. Juste pour l'idée de la puissance, l'idée symbolique, l'idée pure de l'argent pour l'argent. Beaucoup d'artistes de votre époque vous considèrent comme un imposteur. Que leur répondez-vous? Imposteur, non. Imposteur de qui, imposteur de quoi? Mais je suis beaucoup pire et beaucoup mieux que cela. Je suis surtout un traître. Et en plus d'un traître, qu'est-ce que je suis encore? Une autre chose qui est beaucoup mieux. Un traître. C'est ça que maintenant j'ai oublié. Enfin, un traître, mais l'autre chose est mieux, je vais la trouver. Un traître à ma classe d'origine, puisque ma classe d'origine, c'est la bourgeoisie. Et j'ai trahi sensationnellement la bourgeoisie, me déclarant royaliste et monarchiste pour l'aristocratie. Donc, évidemment, un traître, et pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout.